La femme de Gilles n'est pas un songe creux. La femme de Gilles n'est pas un ectoplasme. Elle n'est pas un parasite que son mari, un jour d'ennui, découvre accroché à lui. La femme de Gilles a un prénom, Élisa. Étymologiquement, elle marche avec Dieu. Mais qui est le Dieu de cette histoire, qui ne raconte à première vue rien de plus qu'une tromperie? Gilles? Serait-il ce simulacre de divinité qui, par le serment administratif du mariage ou celui plus vague de l'amour, porte en lui toute la miséricorde de l'existence? Serait-ce Madeleine Bourdoux, démiurge aux mains d'encre et de graphite, qui aurait pour son personnage programmé une ascension? Serait-ce Élisa, enfin, portant en elle et à son insu sa propre salvation? Le titre de ce roman écrit par Madeleine Bourdoux et publié en 1937 chez Gallimard est à la fois limpide et trompeur. Il n'annonce pas uniquement l'histoire d'une réification, celle d'Élisa, dont la survenue dans le réel serait le fait même de l'existence de Gilles. S'arrêter là serait considérer l'ouvrage comme une entreprise paresseuse et sans surprise. Or tout l'enjeu est de savoir si Élisa pourrait exister sans Gilles. Une première preuve actentielle toute simple va dans ce sens. Élisa est seule chez elle quand commence le roman. Elle n'est guère vaillante, mais elle existe. Elle survit sans Gilles. Cependant, cette survivance est déjà viciée par le virus masculin. En effet, l'auteur ouvre la lecture sur une pensée d'Élisa. 5 heures. Il va bientôt rentrer. Une pensée, comme on le voit, dédiée à Gilles. Dans l'esprit d'Élisa, dès la première phrase, l'excroissance de l'autre, la boursouflure de l'altérité mâle. Est-ce une pensée langoureuse, un véritable désir du mari, ou un réflexe de crainte, une hantise du retour de l'homme? C'est ainsi que dans l'économie, c'est-à-dire un titre et une phrase, Madeleine Bourdoux forge les dualités à l'origine de la complexité narrative du roman. La femme de Gilles, c'est la soumise, la dépendante. Mais c'est aussi celle qui, à mesure que le récit avancera, à mesure qu'elle sera de moins en moins cette femme attitrée, à l'usure des tromperies répétées, découvre les abysses colossaux de l'existence, les arêtes blessantes de l'amour en faillite, les chutes mortelles dans la solitude. La femme de Gilles, c'est celle qui, page après page, cessera de l'être pour devenir, ultime saut de la foi, Élisa. Ce roman est l'histoire d'un accomplissement dans le manque. Derrière la raréfaction du sentiment amoureux se terre l'étrange transcendance de l'être. Si beaucoup de critiques ont étudié ce livre à l'aune de l'amour absolu, à l'aune de la domination sexuelle, à l'aune ou l'ornière du monde ouvrier voire du populisme, c'est la dimension du chemin de croix, de la traversée du désert et de l'alchimie de la matière qui mérite une attention plus grande. Dans le trajet de ce couple, dans les errances de Gilles et Élisa, se cache peut-être une assomption qui confine à la prophétie. Oublieuse postérité. Épisode 7. Déréliction amoureuse. Le style de Madeleine Bourdoux ne convoque pas d'enflure, d'image, de lyrisme. Il est arrangé du côté des écritures rapides, sèches, cruelles, sans pour autant sombrer dans le minimalisme. L'incipit du récit se passe à cet égard de nuances pour installer la condition de Gilles et d'Élisa. Voici des extraits de la première page, tandis que Gilles s'apprête à revenir du travail. 5 heures. Il va bientôt rentrer, se dit Élisa. Et voilà qu'à cette idée, elle ne peut plus rien faire. C'est chaque jour la même chose. Gilles sera là dans quelques minutes. Élisa n'est plus qu'un corps sans force, anéanti de douceur, fondu de langueur. Élisa n'est plus qu'attente. Un vertige de tendresse la fige, immobile et haletante. Elle croit qu'elle va pouvoir s'élancer vers lui et le serrer dans ses bras, mais à la vue de ce grand corps musclé qui apparaît tout à coup en costume de velours dans l'encadrement de la porte,
elle a moins de force encore. Elisa, sans surprise, occupe la place du prostré. Elle est bien sûr ménagère avant tout, car le reste de l'introduction décrit les préparatifs répétés du repas, mais là n'est pas le plus intéressant. Comme le montrent les citations précédentes, c'est dans une double position d'attente et de faiblesse qu'il faut puiser les détails capitaux de son état et surtout les retenir afin de les opposer plus tard à la fin du roman, quand parvenue au bout du monde, non pas à bout de force, mais enfin délivrée des chaînes de l'amour terrestre, Elisa n'attendra plus ni ne s'agenouillera. C'est le langage qui servira tout d'abord cette perspective d'attente et de faiblesse par une mise en tension stylistique qui use et abuse d'oxymores. Anéanti de douceur, fondu de langueur, vertige de tendresse, immobile et haletante. Elisa est élevée à la figure de sainte charnelle que la vision d'un prophète robuste, bientôt revenu du travail, pour ne pas dire revenu d'entre les morts, fige corporellement dans la position de la prière, mais que cette même vision emplit de désir avec les multiples manifestations du souffle, haletante, de la température, fondue, bientôt de la sueur, idem. Elisa prie pour le retour rapide de son mari, comme elle réclamerait l'apparition du Messie. A l'inverse, les mots concernant Gilles ne peuvent que décrire sa virilité et son être en mouvement. Je cite à nouveau « C'est lui qui s'approche d'elle et la baise doucement au front. Il enlève sa veste de travail, passe une main calleuse dans ses cheveux, s'assied. Gilles la renifle avec une convoitise d'homme en fringale et pousse un long soupir énamouré en songeant à la régalade proche. » Cette dernière citation étant grammaticalement liée à l'odeur de la marmite pour mieux cacher sa dimension sexuelle. À première vue, les rôles traditionnels du drame amoureux sont attribués sans originalité par Madeleine Bourdoux. Homme dominateur et femme soumise. Ce que surligne plus encore la description sommaire du visage de Gilles, qui ne peut être faite que par le prisme d'Elisa. La joue rugueuse de Gilles, les cheveux de Gilles, la bouche de Gilles, les yeux de Gilles. Description sommaire dont le rôle est double à nouveau. La répétition donne dans un premier temps plus de largeur à la présence de Gilles, bien sûr, écrasant de fait celle d'Elisa, et dans un second temps, l'absence d'adjectif, de singularisation par le détail, ôte à Elisa toute forme d'imagination, toute forme d'esprit, toute forme d'indépendance. Elle se borne pour l'heure à énumérer platement ce qui est sans aucune capacité à le magnifier, le transfigurer, voire l'idéaliser. Mais cette simplicité est un piège. La vérité est en somme plus banale et plus tragique. Elisa idéalise déjà Gilles. Dans la simplicité nue de sa condition d'ouvrier, dans l'immédiateté ordinaire de son corps, dans sa globalité masculine, et non dans les multiples, les singuliers détails de sa personne ou de sa personnalité. On le voit donc après 2 pages seulement, Madeleine Bourdoux va prêcher dans la complexité sans pour autant recourir au roman à thèse, qui fera la renommée de Simone de Beauvoir un peu plus tard, elle qui évoque dans Le Deuxième Sexe, le roman de Madeleine Bourdoux, comme ont pu le faire plus tôt Pierre Bost, Ramon Fernandez, Jo Bousquet, Robert Poulet ou André Billy, évoquant souvent la justesse, la pureté du ton. Par la langue, par la subtilité, par la focalisation interne et la brièveté de la pensée, l'auteur ne se contente pas de bâtir son roman sur une unique dualité, soumission, domination, mais sur de multiples tensions qui opposent pour l'heure les sexes. Immobilité, mouvement. Faiblesse, robustesse. Manque d'imagination, idéalisation. L'auteur n'expose pas un amour parfait ou honorable pour l'enchaîner ensuite aux souillures du terrestre. Elle n'écrit pas l'histoire progressive d'une destruction amoureuse. Ces oxymores introductifs ne laissent aucune place au doute. Le drame est déjà joué. S'ils sont Adam et Ève en Éden prolétaire,
Gilles et Elisa le sont en différé. Et pour reprendre John Milton et son Paradise Lost, le sont à 7 livres d'écart. Pour Ève quand elle s'apprête à recevoir l'annonce funeste de son bannissement du paradis et implore un archange impassible. Pour Adam alors qu'au 4e livre il dort encore d'un sommeil heureux sous un déluge de roses. Hommes et femmes vivent ensemble dans une temporalité problématique. C'est ainsi que débute un pèlerinage dissemblable sur un chemin de traverse, qu'apparaissent les premiers centimètres d'une chute que cache subtilement un schéma narratif somme toute banal. Ne reste qu'à attendre l'apparition de l'imprévu, de la tentation. Cet élément perturbateur, ce serpent, c'est presque la chair de la chair. C'est Victorine, la jeune sœur d'Elisa. Celle-ci s'inscrit dans une filiation de personnages féminins que parachevèrent Georges Bernanos, François Mauriac ou encore Julien Green une décennie plus tôt, avec Mouchette pour le premier, dans Sous le soleil de Satan, paru en 1926, avec Thérèse Desqueyroux pour le second, paru en 1927, et avec Angèle pour le troisième, dans le roman Léviathan, paru en 1929. 3 incarnations de la tentation et de la violence, de la liberté et de la provocation. Comme Guéret rendu fou par les multiples aventures d'Angèle, Gilles aussi perdra la raison, sombrera dans une sorte de néant métaphysique. L'interprétation liée à la lutte des sexes est ici prégnante. C'est la liberté sentimentale et sexuelle des deux que ne supporteront pas ces hommes. C'est leur déchéance en tant qu'élus, en tant que dieux, qui les rendront violents à leur tour. C'est leur reflet dans un miroir crasseux, lambda, qui les détruiront. L'image du serpent ne sera pas frontalement invoquée par Madeleine Bourdoux. Non, elle le fera d'une manière plus métaphorique, émiettant, flirtant, ensemençant par petites touches, n'évoquant que sa gueule, que sa langue, que la couleur rouge dans le passage à venir, fondamentale pour la trame du roman, mais aussi symptomatique de la méthode narrative de l'auteur, passage dans lequel s'ajoute au drame d'une tromperie en puissance, au piège d'un désir soudain, les recours au présent de l'indicatif, mais aussi au passé simple, ainsi que les différentes manipulations textuelles, et notamment l'étrange adresse au personnage de la part d'un narrateur omniscient, explosant ainsi les traditionnels niveaux diégétiques. « Belle journée, dit-il à Victorine. »« Pour ça oui, répondit-elle. Ici ça va, c'est déjà un peu la campagne. Mais en ville on étouffe. Et à rester enfermé toute une journée dans un magasin, ce n'est pas gai. » Elle s'assit de biais à la table, en face de Gilles. Elle prit un carnet pour timbre-prime qu'Elisa avait déposé là, et machinalement elle se mit à coller les timbres. Le désir, ça naît comme ça, d'un rien. Gilles vit une petite gueule rouge qui s'ouvrait toutes les quelques secondes pour laisser passer une langue étroite que 2 doigts caressaient doucement d'un petit carré de papier. Hébété, il regardait ça sans geste. Souvent, en regardant Elisa, il l'avait brusquement désirée. Mais c'était d'un désir bien plus agréable et qui s'amplifiait tout doucement. Cette fois, c'était une grande panique qui gagnait tout son corps et il avait l'impression que sa tête se gonflait de sang. Il essaya de penser. « Voyons, c'est Victorine. Je la connais depuis des années. Avec une natte sur le dos, puis avec un chignon. Ce n'est que la petite Taurine, voyons. » Mais il avait beau faire, tout ça n'avait plus aucun sens. L'autre continuait toujours à coller ses timbres, et ses lèvres qui s'ouvraient, cette langue qui rentrait et ressortait. C'était comme s'il les voyait pour la première fois. Il se leva, tourna autour de la table, alla s'appuyer à la barre du fourneau et resta ainsi, debout, avec des yeux énormes fixés sur Victorine. « Va, mon pauvre Gilles, jusqu'ici il n'y a pas grand mal. Un grand désir d'homme, naissant ainsi brusquement en plein cœur de la chair, et sans qu'aucune pensée ne le guide, n'est pas grave. Le tout,
c'est de ne pas y prêter attention et de le laisser s'en aller tout seul, sans raison, comme il est venu. Mais la petite garce releva la tête. Elle était de celles qui comprennent tout de suite et ne laissent pas passer l'occasion. Il y en a chez qui le cœur se développe d'une façon démesurée. Pour Victorine, c'était le sexe qui prenait toute la place. Elle était née comme ça. Elle n'en pouvait rien, la pauvre fille. Mais tout de même, c'est bien dégoûtant d'être comme ça. Comme on le voit, si le passé est le temps de la narration traditionnelle, de la succession de l'acte pour les protagonistes, celui du présent est celui de l'intrusion d'une autre voix, de la voix complaisante, celle qui reproche, qui juge, qui encourage, celle qui monologue sur un coin de scène, qui voudrait être entendue, mais que les barrages du cœur empêchent de pénétrer les personnages. La première est mécanique, liée par un serment narratif, ne pas ralentir le temps, se soumettre à l'avancée de l'action. La seconde est toute puissante, libre et implacable. En mélangeant ainsi les différents espaces scéniques, ainsi que l'origine et la fonction du narrateur, Madeleine Bourdoux ne fait qu'accentuer encore l'irrévocabilité de la tragédie. La voix divine prévient, parle à ses enfants, les met en garde dans la bonté. La voix des enfants raconte, comprend et subit. Ils se croient seuls et nus dans le jardin d'Éden provincial de ce nord d'avant-guerre. Leur Dieu secoue la tête car il connaît l'histoire. Le lecteur les comprend, créateur et créature, mais arrive trop tard. Si l'on s'adonnait à une étude plus psychologisante, nous pourrions trouver à la parenté des deux amantes de Gilles une symbolique simple. La bleue est Lisa, attentiste, froide, bouillonnante intérieurement, mais ne surgissant dans l'univers de la parole et de l'acte qu'à petite lampée maniérée, et presque agaçante, cœur trop bon, cœur trop grand pour l'humanité du désir qui peuple son entourage. La rouge Victorine, chaude, agile, bondissante, victorieuse bien sûr, puisque son prénom dévoile le mystère, aguicheuse, sans foi ni loi, au cœur atrophié mais à la cuisse saillante, capable de fulgurance philosophique, tant qu'elle demeure organique. Coincé ou perdu entre ces deux pôles, Gilles, le modeste Gilles, le passionné de Victorine, le pénitent à confesse d'Elisa. Il faudrait à cet égard évoquer plus en détail le rôle de la matière dans ce texte. Gilles se gorge d'Elisa, se gorge de Victorine. Gilles est démesurément plus large que son corps, multiplement accompli par l'adjonction au désir raisonnable de sa femme, celui brûlant et violent, pour reprendre sa métaphore, de sa maîtresse. Gilles devient peu à peu un colosse amoureux, un amant tentaculaire. À rebours, bien sûr, c'est à la disparition d'Elisa que le lecteur assiste, elle aussi multiplement attaquée par les manifestations d'une convoitise qu'elle ne peut plus faire sienne. Cet échange de matière brûlante ira croissant jusqu'à un autre moment charnière et charnel du roman, quand Victorine finira par se désintéresser de Gilles, marquant ainsi la fin de l'apothéose ascensionnelle de Gilles et le début d'une chute irrémédiable qui précipitera ce dernier dans un état neurasthénique inédit, quand après avoir vidé de matière sa femme, Gilles finira par se laisser dévorer à son tour par les remords et la convoitise inarrêtable. Dans ce triptyque au relent saint et maudit de Trinité, c'est Victorine qui triomphera, ne laissant aux deux époux que leur carcasse vide. Elisa comprendra tout bien avant cet instant. Elle n'aura pas besoin d'attendre les aveux de son mari pour deviner. Elle connaît trop Gilles pour savoir qu'il n'est plus uniquement à elle. Bientôt, elle découvrira que son amante ne peut être que sa sœur. Bientôt, Gilles lui révélera. Magnanime et amoureuse, Elisa le soutiendra quand il rentrera au foyer dépité par l'absence de Victorine. Elle le consolera quand une montée de sang l'aveuglera à la vision d'une Victorine dansante avec un autre homme.
Elle l'encouragera à se montrer plus subtile avec Victorine pour ne pas la perdre définitivement. En somme, Elisa, après avoir été une sainte charnelle au début du roman, deviendra une sainte au sens le plus noble du terme, secourant son homme écartelé, alors qu'elle est elle-même déchirée par la double perte, celle qu'elle connaît déjà, son mari, celle qu'elle pressent, l'amour qu'elle voue à son mari, l'idéalisation de son mari. Au terme d'une abnégation d'une pureté sans pareille, elle se jettera dans la gueule d'un loup qui se nourrit des victimes de la passion. Il y a donc du Werther retourné dans l'histoire d'Elisa, du Paul et Virginie ouvriers et brumeux. Il y a tout un canevas pré-romantique ou romantique, dépulpé par la rudesse du sentiment qui a survécu à la Première Guerre mondiale, plutôt que transcendé par l'expansivité du 19e. Il y a toute une tragédie immobile, construite sur l'héritage des tragédies ambulantes et rebondissantes des siècles précédents. Il y a de l'ampleur minuscule, pour succéder aux émotions divines, royales et aventureuses. Il y a l'absence de souffle et de lyrisme pour jalonner la destruction du sentiment et de l'individu. Il y a en somme l'universalité modeste des drames intérieurs qui se jouent sans théâtralité et sans opulence, dans l'aridité croissante du cœur et de l'esprit, dans la solitude, pourtant infiniment partagée, du couple qui se défait. De cet héritage romantique, Madeleine Bourdoux garde l'attrait du concept, la servitude au symbole, à l'allégorie. Si Elisa est la femme de Gilles, elle est avant tout l'amante d'une idée, d'une représentation, et en incarne elle une autre. Elle représente l'amour fou, l'amour aveugle. Elle ne semble d'ailleurs pas amoureuse de Gilles en propre, mais comme toujours de ce qu'il représente. Virilité, mouvement, idéalisation. La mort progressive de son amour pour son mari est à cet égard doublement significatif. Il est d'abord, pour reprendre les canevas du genre, une première alerte, un premier acte d'une mort plus grande. Allégorie minuscule des destinées d'envergure. Par ailleurs, son amour ne meurt pas d'une tromperie, ne meurt pas de jalousie, ne meurt pas d'abandon. Non, si Elisa n'aime plus Gilles, c'est que ce dernier, pressé par la passion de Victorine, pressé par le rejet qu'il a subi de la part de Victorine, vidé de sa sève à cause de cet abandon, n'est plus qu'un fantôme en déshérence. Oui, dit-il à Elisa, c'est comme s'il ne se passait rien autour de moi, ou comme si j'avais un corps tout vide. Or, après l'avoir aidé jusqu'à nier sa propre existence pour que Gilles retrouve les faveurs de Victorine, et demeure cet homme insubmersible qu'elle peut continuer d'aimer, Elisa bientôt ne peut plus rien pour ce fantoche en suspens. Elle voudrait l'aimer encore, mais ne peut plus. Il n'y a plus rien à aimer, plus de matière. Gilles finira par lui revenir, mais dans quel état? Avec quelle énergie? Quel sang? L'idéal est mort. Or, le servant d'un idéal peut-il survivre sans son idéal? Les siècles de tragédie nous ont enseigné la réponse. C'est ainsi que se renversent les rôles, se retournent les valeurs. Puisque Gilles ne représente plus rien, c'est Elisa qui devra hériter de sa vigueur. C'est à cet égard qu'Elisa deviendra progressivement un parangon de liberté, un emblème existentialiste avant l'heure. Condamnée à retrouver une entière liberté de mouvement et de cœur, rejetée soudain en continent vierge, sans histoire, sans chaîne, sans soumission, la voilà cependant incapable de se saisir de son état nouveau, non par servitude ontologique, non à cause de sa condition féminine, mais par son absolu besoin d'aimer encore l'ancien Gilles, l'ancienne allégorie de l'amour. Dans l'impossibilité de le faire, elle ne se résigne pas à changer d'idéal, mais fidélité de l'auteur à l'histoire littéraire, se résigne à mourir pour lui.
Madeleine Bourdoux n'est pas la femme de. Elle n'est pas non plus la romancière de. Plus précisément de Gallimard. Si La femme de Gilles paraît chez cet éditeur en 1937, son second roman, À la recherche de Marie, sera édité par Libris en 1943, et un récit intitulé Sous le pont Mirabeau le sera en 1944 chez Lumière. Deux éditeurs bruxellois d'alors. Deux éditeurs libres d'alors, car c'est par pure résistance que l'auteur refusa de proposer ces deux manuscrits à des maisons liées de près ou de loin à l'occupant, aux nazis. Il faut aussi évoquer un roman inédit en français, Mantoue est trop loin, que Gallimard, après la guerre, avait accepté avant de se rétracter peu avant la publication, sans véritable raison. À cause de changements en interne, peut-on lire vaguement. Ce roman est désormais disponible dans notre langue depuis 2019, grâce au travail de l'ombre de l'éditeur belge Névrosé, qui a transposé une version dactylographiée du roman entreposée aux archives et musées de la littérature de Bruxelles. Notons enfin le premier roman de l'auteur, Vacances, encore indisponible en français. Dans ces textes, c'est à chaque fois d'une femme en conquête dont il sera question, à la conquête d'un amant ou d'une liberté de mouvement. Or, si l'amant et le mouvement sont identifiés dans À la recherche de Marie, la protagoniste retrouvant son amant plusieurs fois après un voyage en train pour consommer leur désir, si le mouvement est identifié dans Sous le pont Mirabeau avec ce personnage qui ne fait qu'avancer dans la guerre, sous les bombes, avec son enfant, si l'amant et le mouvement le sont aussi dans Mantoue est trop loin avec l'histoire d'Hilda et du chevalier de Jassy, avec la rêverie de la narratrice qui déplace les enjeux de sa propre histoire vers celle des deux amants, rappelons que nous avons précisément assimilé dès l'incipit Elisa une femme de l'immobilité, une femme qui ne cherche qu'à retenir son amour. Nous l'avons dit aussi, cette immobilité ne saurait durer. Dès lors qu'Elisa découvre la tromperie de Gilles, son chemin de croix commence. Les étapes sont peu ou prou, métaphoriquement bien sûr, les mêmes que celles du Christ. Condamnée à mort sans le savoir d'abord, Elisa va porter le poids de sa crucifixion, c'est-à-dire l'amour perdu de la part de son mari. Elisa va trébucher quand elle apprendra que la tentatrice n'est autre que sa propre sœur. Elisa va rencontrer sa mère, qui est bien évidemment aussi la mère de Victorine. Elisa va tomber à nouveau quand Gilles lui annoncera qu'il est guéri de Victorine, mais comme mort intérieurement. Elisa va tomber encore quand elle apprendra que sa mère l'abandonne au profit de Victorine, qui est la véritable victime selon elle des appétits démoniaques de Gilles. Elisa enfin sera clouée à sa croix quand elle comprendra qu'elle ne peut plus aimer Gilles pour des raisons encore une fois sacrificielles, bien plus qu'orgueilleuses. Tout est accompli. Il faut bien interpréter les derniers moments d'Elisa. Si cette dernière se laisse crucifier, ce n'est pas de la tromperie de son mari, ce n'est pas de la duplicité de sa sœur, ce n'est pas même du rejet familial qui est la conséquence de ses coucheries. Non, si Elisa se meurt, c'est parce qu'elle a perdu le corps de Gilles, parce qu'elle a perdu la matière de Gilles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourrait-on presque entendre derrière ses lèvres scellées. Oui, le Dieu était bien Gilles. Contenu dans Elisa par étymologie, comme nous l'avons dit en ouverture. Mais surtout, Elisa, créature de Dieu, contenue dans son Dieu, c'est-à-dire la femme de Gilles. Or Gilles, vidé d'amour, de passion, Gilles devenu humble parmi les humbles, Gilles repenti, Gilles prostré, Gilles sans matière, la voilà expulsée de ce dernier, de cet Éden primordial, pour un monde déjà mort. C'est un Gilles qui ne peut plus lui inspirer le moindre désir, car Gilles est devenu à la fin du roman ce qu'était Elisa. C'est un Gilles réifié, c'est un Gilles chose, c'est un Gilles sans substance qu'Elisa ne peut se résoudre à aimer, ni se forcer
à convoiter. Il ne bouge plus, mais dépérit dans l'immobilité. Il ne domine plus, mais est définitivement soumis à Victorine. Il n'a plus la moindre imagination et ne peut plus être idéalisé. Soudain, la tragédie devient plus brutale encore. À son insu, Elisa se perd exactement pour les mêmes raisons que Gilles. Gilles a aimé Elisa tant qu'elle était humaine. Elisa a aimé Gilles tant qu'il était Dieu. Gilles a cessé d'aimer Elisa lorsqu'elle est devenue chose. Elisa cesse d'aimer Gilles lorsqu'il devient chose. La transmutation est totale. Elisa est Gilles. Gilles est Elisa. N'ayant été un long temps que la femme faible et vide de Gilles, dupée par le mirage de l'amour routinier, étant devenue au terme de son chemin de croix, Elisa, c'est-à-dire la femme de Gilles non plus soumise et prostrée, mais la femme de Gilles sans Gilles, c'est-à-dire la femme en mouvement et libre, ne lui reste pour accomplissement que l'ultime saut dans le vide. Fatalement touchée par la disparition de Gilles et la mort de Dieu, Elisa n'est plus la femme d'eux. Elisa ne peut plus être qu'elle-même, ce qu'elle acceptera d'incarner dans la disparition pure et simple de son être, plutôt que dans l'imitation de Gilles. Entendons être infidèle à son tour, tromperie un temps fantasmée, mais vite abandonnée. L'heure du mouvement dernier pourrait l'arriver. C'est donc par un ultime saut dans le vide que verront s'élever, lecteurs et témoins de la scène, enfin affranchis de la servitude amoureuse, enfin seuls, et donc de chair, d'os et de Saint-Esprit, la libre Elisa. Parce que la révolution s'est enfin opérée, parce que Madeleine Bourdoux est à la fois implacable et cruelle, Elisa comme nous autres entendront pour dernier mot, je cite, « Mais oui, Gilles, l'homme d'Elisa ?»